taux de chômage US. Le moindre tic à la hausse changerait tout. Chers amis, dans cette nouvelle édition du Top Gun, je vous parle, première partie du rapport NFP, mise à jour ce vendredi 6 décembre. C'est le dernier, allez, l'avant-dernier temps fort pour permettre à la Fed de forger sa décision du 18 décembre. Et vous allez voir que c'est touchy, le moindre tic à la hausse du taux de chômage américain pourrait accélérer le rythme à venir des baisses de taux de la Fed, ou au contraire, c'est la première partie de cette vidéo. Deuxième partie, je vous fais un topo complet sur toutes les statistiques américaines de l'emploi qui sont toutes mises à jour cette semaine, comme chaque première semaine du mois, et c'est majeur, vous allez voir pourquoi. Pour troisième partie, mise à jour de mon suivi technique du marché obligataire, les obligations qui restent en tendance haussière depuis 1 an et demi et qui sont revenues et qui réagissent bien dans un bas de canal ascendant au même moment où les taux d'intérêt du marché ont rejeté sous résistance avec des divergences dont je vous ai parlé dans le Top Gun la semaine dernière. Point complet sur les obligations américaines qui constituent toujours un bon fonds de portefeuille. Rappelez-vous, un bon portefeuille boursier, c'est une bonne répartition. Il faut des actions, il faut des obligations, il faut du monétaire, il faut des placements alternatifs, il faut des cryptos, il faut du marché d'échange, un équilibre des forces. Quatrième partie, mon suivi technique habituel sur l'indice S&P 500. C'est parti. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver dans la nouvelle édition du Top Gun. Écoutez, le moindre tic à la hausse changerait tout. Cette semaine, elle est très importante et je vais prendre le temps d'expliquer pourquoi. Alors installez-vous confortablement et voici la petite histoire. Le marché du travail américain. Depuis le combat qui a été lancé contre l'inflation, le marché du travail était un peu secondaire. C'est vrai que le taux de chômage était très bas. Mais voilà, il s'est mis à monter progressivement tout au long de l'année. Et rappelez-vous, l'été dernier, ce n'est pas si loin, l'augmentation de la probabilité d'une récession aux États-Unis avec ce taux de chômage qui montait petit à petit et qui a culminé en août à 4,3% de la population active. C'est à ce moment-là que les taux d'intérêt ont droppé, que les obligations, rappelez-vous, ont fait un super pump. Alors, on tapait un haut de canal, donc là, ils ont tapé le bas de canal. Vous allez voir, techniquement, c'est archi propre. Un indien, RAS. Bon. Mais il s'avère que depuis, donc, alors, cet été, le taux de chômage est monté à 4,3% de la population active. Il est retombé, en grande partie parce qu'il y a eu une exagération sur cette thématique de l'augmentation de la probabilité d'une récession aux États-Unis, parce que, et là, nous l'avions vu ensemble, c'était du chômage technique. Même les entreprises le disaient, le chômage technique peut être lié à des facteurs saisonniers. En tout cas, c'est du chômage qui n'est pas amené à durer. Et d'ailleurs, le taux de chômage aux États-Unis, en septembre, en octobre, a rebaissé et est retombé à 4,1% de la population active. Mais, le tout dernier rapport NFP, souvenez-vous, le tout dernier rapport NFP a vu. Dans le rapport NFP, il y a énormément de statistiques. Le marché regarde essentiellement le taux de chômage, les créations nettes d'emplois et la croissance des salaires, qui fait le lien avec l'inflation. Dans le dernier rapport NFP, les créations nettes d'emplois sont tombées à 12 000. Et vous connaissez le seuil d'alerte, c'est 100 000. Pourquoi? En dessous de 100 000 créations nettes d'emplois chaque mois, on estime que le marché du travail américain ne peut pas absorber les nouvelles arrivées dans la population active. Il est tombé à 12 000 il y a un mois. Mais on sait pourquoi. Les grèves dans le secteur automobile, les grèves des dockers, les ports de la côte Est, du golfe du Mexique, et les ouragans. Ok, très bien. Ça, c'est ce que le marché pense. Donc cette semaine, nous allons voir s'il y a effectivement un rebond du nombre des créations nettes d'emplois. Car s'il n'y a pas un rebond significatif des créations nettes d'emplois, c'est qu'en réalité, cette faiblesse, cette chute le mois dernier du nombre de créations nettes d'emplois à 12 000, largement sous 100 000, aurait peut-être des explications plus structurelles que les simples grèves ou ouragans. Donc, ce rapport NFP du vendredi 6 décembre, la Fed l'attend, elle l'attend, elle l'attend. Lorsque vous écoutez les membres de la Fed dans leur causerie régulière, pour eux, l'inflation, même s'il y a une petite surchauffe de fin d'année, pas de stress pour eux. D'ailleurs, il y a eu un effet de base important, mais ils sont très confiants pour ramener l'inflation à la cible d'ici mi-fin 2025. Non, ils ont une inquiétude sur l'emploi. D'ailleurs, le dernier communiqué de presse de la Fed commençait par ça. Premier paragraphe. Poids égal en termes de décision
de decision making, poids égal de l'emploi et de l'inflation. Donc cette semaine, avec toutes ces statistiques de l'emploi américaine, nous allons apprendre beaucoup de choses. Actuellement, la probabilité que la Fed baisse ses taux le 18 décembre est autour de 60-65%. En réalité, le marché se projette déjà sur ce qu'elle fera en début d'année 2025. Quand bien même elle les baisserait en décembre, elle peut marquer une pause en janvier, elle peut marquer une pause en mars. L'emploi est la clé. L'emploi est la clé. Le nombre de chômeurs aux États-Unis continue d'augmenter, même si le taux de chômage est resté stable à 4,1%. Donc cette semaine, ça va être passionnant. Nous allons savoir l'évolution du taux de chômage, l'évolution du nombre de chômeurs en millions de personnes, les créations d'emplois, les job openings, les job cuts, la croissance des salaires et surtout donc ce fameux NFP, les non-farm payrolls, les créations nettes d'emplois. Vont-elles rebondir depuis les 12 000 $, repasser au-dessus des 100 000 et là, c'était finalement que lié aux grèves, ou le chiffre va-t-il être faible à nouveau? Et là, c'est qu'il y aurait un problème plus structurel de dégradation du marché du travail américain. L'impact sera majeur sur ce que fera la Fed le 18 décembre et sera très fort sur les obligations et le marché action. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous refais un point technique sur les obligations et le S&P 500. C'est parti. Taux de chômage US, un tic à la hausse changerait tout. Oui, mes amis. Yes, guys, comme disent nos amis d'outre-Atlantique. Cette première semaine du mois de décembre voit la dernière mise à jour de l'année de toutes les statistiques américaines de l'emploi, notamment le rapport NFP du vendredi 6 décembre. Toutes ces statistiques vont décider de l'action de la Réserve fédérale le mercredi 18 décembre. L'emploi a pris le dessus sur l'inflation en termes d'impact sur les choix de la Fed. Tout rebond d'un tic du taux de chômage contraindrait la Fed à procéder à une baisse de taux de 25 points de base le 18 décembre. Examinons avec votre humble serviteur la situation de l'emploi américain et faisons le diagnostic des obligations et du S&P 500. Le plan, je viens de vous le donner. Les 4 parties sont ici. Et donc, je vous propose d'attaquer la première partie. Taux de chômage US, le moindre tic à la hausse serait décisif sur le choix de la Fed le 18 décembre. Alors, beaucoup de statistiques vont être publiées cette semaine concernant le marché du travail aux États-Unis. Lorsque je dis que le moindre tic à la hausse serait décisif, effectivement, voilà ce qui était le stress de l'été. L'augmentation significative du taux de chômage aux États-Unis, qui avait culminé à 4,3% de la population active, avant de retomber ici à 4,1% de la population active. Alors, en grande partie, donc, cette hausse du taux de chômage de l'été était liée à du chômage technique, du chômage saisonnier qui n'était pas amené à durer. Alors, la Fed, pour forger sa décision monétaire du 18 décembre, accorde plus que jamais une importance égale, voire peut-être même supérieure au marché du travail américain, car l'inflation suit une tendance favorable et parce que la Fed, elle a dit clairement, elle ne tolère plus la poursuite de la hausse du nombre de chômeurs. Le tout dernier rapport NFP. Yes, guys. Le tout dernier rapport NFP. Même si le taux de chômage est resté à 4,1% de la population active, même si le taux de chômage est resté à 4,1% de la population active, le taux de chômage U6, alors le taux de chômage U6, qui est à 7,7%, qui est quand même sur une trajectoire haussière, lui prend en compte en fait aussi, vous savez, les personnes qui ne cherchent plus d'emploi, qui ont quitté la population active, mais qui sont en fait quand même au chômage. Bon, donc, eh bien, le tout dernier rapport NFP avait été très mauvais en raison de plusieurs grèves importantes dans le secteur industriel et portuaire aux États-Unis au mois de septembre. Secteur automobile et plus les dockers des ports de l'Est et du golfe du Mexique. Voilà en fait le chiffre qui était inquiétant dans le dernier rapport NFP. Je vous l'ai mis juste ici. Vous avez ici donc les créations nettes d'emplois aux États-Unis par mois. Alors déjà, effectivement, la tendance n'est pas bonne, mais surtout, voilà, le drop à 12 000. On le voit mieux ici en regardant les chiffres du rapport NFP. Où est-ce que j'ai mis? Voilà, non, ça, le rapport NFP. Où est-ce que je voulais coller le rapport NFP? Eh bien, il est là, voilà, les créations nettes d'emplois, les non-farm payrolls, 12 000. C'est vraiment un chiffre faible, mais qui s'explique donc en grande partie par les ouragans
et les grèves. Enfin, ça c'est ce que pense le marché. Donc, le premier chiffre majeur à surveiller cette semaine, c'est ça. Est-ce simplement un effet des grèves? Est-ce simplement un effet conjoncturel des grèves et des ouragans? Ou est-ce une faiblesse plus structurelle? Donc, premier enjeu, pour la décision de la Fed du 18 décembre, au moment où j'enregistre cette vidéo, la probabilité que la Fed baisse son taux de 25 points de base le 18 décembre est de 68%. Alors, en grande partie, parce que l'inflation nominale selon le PCE termine l'année à 2,3 et 2,3, vous reprenez ici les objectifs que s'était fixé la Fed pour la fin de l'année, elle visait 2,3 pour l'inflation nominale. Par contre, pour l'inflation core, elle visait 2,6. Et suite à la mise à jour de la semaine dernière, le PCE core est ressorti à 2,8. D'ailleurs, au passage, ça me permet de vous rappeler que pour la Fed, le seuil d'alerte en termes de taux de chômage, c'est 4,4%. Et la Fed l'a dit clairement, elle ne tolère pas deux choses. Alors d'une part, certainement, c'est certain que le taux de chômage dépasse 4,4% de la population active. Ça, c'est pas possible. Mais la Fed, même là, ne tolère pas même qu'on y retende. C'est pourquoi j'ai voulu titrer cette vidéo par le moindre tic à la hausse fera la décision de politique monétaire de la Fed le 18 décembre, et l'impact va être direct là sur les obligations et le S&P 500, j'en fais le suivi technique juste après, parce qu'il suffirait que le taux de chômage, ce vendredi, lorsque le rapport NFP est mis à jour, remonte à 4,2% de la population active, c'est certain que la Fed baisse ses taux le 18 décembre. Et ça va relancer des baisses de taux peut-être même pour le début d'année prochaine. Donc, à surveiller. Les créations nettes d'emplois. Est-ce que la baisse à 12K était liée aux grèves et aux ouragans ou pas? Est-ce qu'on repasse au-dessus des 100K en création nette? Vous savez, c'est le seuil qui permet d'absorber les arrivées dans la population active. Taux de chômage, stable à 4,1 ou tic à la hausse à 4,2. Lorsqu'on regarde quelques données comme les inscriptions hebdomadaires continues au chômage ou les récents chiffres dans le secteur de l'immobilier, dans la construction, on a des doutes. Ça pourrait remonter à 4,2%. Bon. Donc ça, c'est vraiment ce qui compte cette semaine. Je vous ai remis à droite alors quelques éléments. Donc ici, le rapport NFP. Vous avez aussi la tendance des job openings. La tendance n'est pas bonne. Nous sommes quasiment revenus au niveau pré-crise sanitaire. Ce chiffre est aussi mis à jour cette semaine. On va tous les reprendre dans un instant. Donc, ce vendredi 6 décembre, mise à jour du NFP, il faut surveiller le taux de chômage, le seuil d'alerte de la Fed à 4,4%. Ce vendredi 6 décembre, il faut aussi regarder la répartition par secteur des créations d'emplois. Je m'explique. Voilà donc, alors, ce qui s'était passé lors du dernier rapport NFP. Clairement, il y a eu l'impact des grèves. Alors, sous zéro, c'est les destructions d'emplois. Regardez les points rouges. Par secteur. Au-dessus de zéro, création d'emplois. On voit très bien que le secteur de l'industrie, que le secteur manufacturier a détruit des emplois. Nous savons, en grande partie, que ce sont les grèves, secteur automobile, les dockers, côte Est, golfe du Mexique, plus les ouragans. Maintenant, ce tableau ici va être aussi mis à jour vendredi. Pour savoir si ces destructions d'emplois étaient liées aux grèves ou aux ouragans, il est impératif que tous ces points rouges du secteur industriel repassent au-dessus de zéro. Si malheureusement, il n'y a pas un rebond significatif des créations d'emplois dans ces secteurs industriels, portuaires, automobiles, c'est qu'à ce moment-là, il y a un problème plus structurel. Bon, donc ça, c'est majeur. Et c'est tout ce que je vous montre là. Peut-être que ça vous ennuie un peu, mais c'est ce que va regarder la Fed. C'est devenu sa priorité. Je voulais le rappeler dans cette vidéo. Par contre, le secteur des services crée toujours des emplois. Bon, ça, voilà. Donc ça, c'était et je vous montre. Alors, je vous ai montré là le taux de chômage, mais on peut regarder ça aussi d'un point de vue absolu. Vous pouvez regarder le nombre de chômeurs en millions. Alors, c'est encore bas, mais regardez, la tendance est quand même à la hausse. Et sur le dernier rapport NFP, il y a même eu un tic à la hausse à quasiment 7 millions de chômeurs aux États-Unis. Alors, nous sommes très loin de l'explosion
à 23 millions de chômeurs de la crise sanitaire, mais prenez la crise financière de 2008, la pente comme... Donc, voilà, la Fed va regarder tout ça cette semaine pour forger sa décision de politique monétaire. Alors, justement, cette semaine, voilà toutes les statistiques qui sont mises à jour. Emploi US, le diagnostic de son état de santé en un tableau. Alors, premièrement, le taux de chômage américain en pourcentage de la population active. La Fed ne tolère plus davantage de hausse du taux de chômage aux États-Unis. Elle ne le tolère plus. Vous avez le taux de chômage classique à 4,1% de la population active. Le seuil d'alerte est à 4,4%. Regardez pourquoi cet été, le marché est passé en mode stress de récession parce qu'il est monté à 4,3. Il est donc retombé. Ici, les obligations étaient au plus haut. Ici, les obligations étaient au plus haut. Puis elles ont fait un petit retracement. J'arrive sur le plan technique. Première chose, surveillez aussi le taux de chômage U6, qui lui est en fait la vraie réalité du chômage, en tenant compte notamment de ceux qui ont abandonné leur recherche d'emploi car ils n'y croient plus. Quand même à un niveau élevé. Les inscriptions hebdomadaires initiales et continues au chômage, elles sont toujours à un niveau bas, mais je relève quand même que les inscriptions ici initiales sont à un niveau bas, mais les inscriptions continues, c'est-à-dire ceux qui se réinscrivent au chômage semaine après semaine, sont sur un plus haut. Et donc ça, attention, cela pourrait effectivement nourrir ce fameux tic à la hausse dont je parle, que je crains, c'est dans la réflexion globale macro majeure, si le taux de chômage devait ticker de 4,1 à 4,2, eh bien là, il y a des indicateurs qui rendent ce scénario probable. L'enquête ADP, qui couvre 20% de la population active aux États-Unis, au-dessus de 100 000, pas de souci. Le taux de croissance annuel des salaires aux États-Unis, qui fait le lien entre inflation et marché du travail, il est à 4%. Il ne faut pas davantage de hausse pour ne pas nourrir l'inflation. Le nombre d'ouvertures de nouveaux jobs aux États-Unis, je vous ai montré le graphique dans le slide précédent, c'est baissier. Alors, la règle de Sam, qui consiste à dire que nous sommes en récession lorsque la moyenne mobile du taux de chômage à 3 mois dépasse 0,50. Il y a eu une alerte cet été avec une hausse à 0,53, mais depuis, la règle de Sam est retombée à 0,43. Donc nous sommes revenus en dehors du champ de la récession. Naturellement, il va falloir surveiller en fonction du taux de chômage qui sera publié ce vendredi, où sera donc la règle de Sam. Là, elle s'est repliée, elle est à 0,43. Et bien sûr, ce qu'il faut surveiller, en fait, en numéro 1, le taux de chômage, et en numéro 2, les créations nettes d'emplois, qui ont chuté à 12 cas sur le dernier rapport NFP. S'agit-il d'un simple effet des grèves industrielles et portuaires de septembre-octobre ou pas? Ça, c'est véritablement la clé. C'est ce que regarde le marché. 12 cas pour les créations nettes d'emplois, c'est vraiment un niveau très bas. Et ça, il est impératif d'avoir au minimum légal un rebond à 100 cas. Donc tout ça sera déterminant pour cette interprétation par la haute finance du marché du travail américain. Alors maintenant les amis, obligations US, point technique, comme promis, la tendance reste haussière. Alors malgré le retracement depuis la fin de l'été, encore une fois, avoir des obligations en portefeuille, ce n'est pas du all-in. Un portefeuille boursier, c'est avant tout une question de répartition, d'équilibre. Il faut une partie d'actions, une partie d'obligations, une partie de monétaire, une partie d'investissement alternatif, dans lequel je vais mettre par exemple les investissements crypto-monnaies, mais des obligations, il en faut en fond de portefeuille, parce que petit à petit, depuis 1 an et demi, même si la tendance n'est pas verticale, c'est un canal haussier, ça monte comme ça en dents de scie, mais ça monte. Et il ne faut pas faire all-in sur une seule classe d'actifs. Donc, c'est vraiment dans un processus de diversification de portefeuille et de baisse progressive des taux d'intérêt des banques centrales. Et vous allez voir que même en 2025, il y aura davantage de baisse de taux. Eh bien, il faut en avoir en fond de portefeuille. C'est de la diversification. Alors, où en sommes-nous justement sur le plan technique sur ces obligations? Alors, RS, le marché évolue toujours
dans des canaux ascendants. Vous avez ici le mensuel, l'hebdomadaire et le journalier. Et donc, je vais illustrer ça de plusieurs façons. Tout d'abord, le contrat de taux américain à 10 ans, le benchmark. Alors, n'oubliez pas, il y a donc corrélation inversée entre les taux obligataires et le prix des contrats de taux. Je vous ai fait la semaine dernière le suivi des taux obligataires, et notamment en vous montrant donc que le 10 ans américain était revenu sous une ligne de tendance avec des divergences haussières, baissières, qui rappelaient ici ce qui s'était passé ici mi-avril et ce qui s'est passé ici en octobre. Les divergences ont agi. De la même façon, il y avait la même divergence ici sur le 2 ans américain sous sa moyenne mobile à 200 jours. Mais la direction des taux est baissière depuis novembre 2023. La direction des taux est baissière depuis novembre 2023. Donc, la direction du prix des obligations est haussière depuis que je vous propose cette stratégie à la fin de l'année 2023. Naturellement que la hausse est lente, mais tant que ces canaux tiennent, alors ce canal, je l'ai partout. Prenons ici par exemple cet ETF synthétique qui propose une synthèse de tous les placements obligataires américains US. Vous retrouvez ici le beau canal haussier, toujours soutenu par sa moyenne mobile à 200 jours. Si vous prenez encore cet autre ETF, mais chez Vanguard, le beau canal haussier soutenu par la moyenne mobile à 200 jours. Si vous prenez les obligations américaines, les contrats de taux de maturité 7 à 10 ans, le beau canal haussier soutenu par sa moyenne mobile à 200 jours. Si vous prenez le contrat de taux américain à 10 ans, le beau canal haussier qui soutient aussi la dynamique. Alors, je peux aussi regarder les informations du côté du Move Index, qui consiste en la volatilité des obligations, et nous pouvons observer donc toujours une structure restant donc à la baisse. Cette diminution de la volatilité implicite des obligations va dans le sens en fait de cette, je vous l'accorde, très lente tendance haussière et en dents de scie, mais tant que le marché, tant que l'ensemble de ces contrats de taux reste, et d'ailleurs l'approche est la même sur le Bund allemand, où vous avez partout donc ces lignes de tendance haussière qui guident la remontée des prix, lente et en dents de scie, ça c'est un fait, depuis la fin de l'année 2023. Du côté du placement institutionnel, des investisseurs institutionnels, je me suis tourné du côté des données du rapport Commitment of Traders de la CFTC, voir ce que faisaient les asset managers sur le contrat de taux à 10 ans, et la position nette commence à se replier gentiment, doucement, mais la baisse n'est pas énorme. En fait, en réalité, pour parler clairement sur les obligations, comment savoir si ce canal va continuer d'agir et de se relancer? La clé, c'est même plus l'inflation, c'est le chômage américain. C'est pourquoi je voulais vous faire cette vidéo pour à la fois mettre à jour le suivi technique des obligations et vous rappeler que les obligations, c'est d'abord un lien avec le marché du travail aux États-Unis. Donc cette semaine, plus que jamais, surveillez s'il y a un tic à la hausse ou pas du taux de chômage, si les créations nettes d'emplois repassent le seuil des 100 000 ou pas. Ce sont vraiment les deux informations majeures à mettre sous très haute surveillance. Voilà les amis, donc je continue, ne partez pas, je vous voyais déjà en train de fermer la vidéo sans mettre de like d'ailleurs. S&P 500, je plaisante bien sûr, mais ça me fait toujours plaisir à ceux qui en mettent. Vous savez, c'est important hein, dans ce travail de réalisation de vidéo, d'avoir ce soutien. Ça va au-delà du fait de faire plaisir, c'est vraiment important pour la motivation. S&P 500, le point d'analyse technique. Alors, le point d'analyse technique, donc au moment où j'enregistre cette vidéo sur l'indice S&P 500, écoutez, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Je vous fais, comme d'habitude, mon analyse croisée multi-horizon de temps. RAS sur l'horizon de temps mensuel, vous connaissez mon scénario, j'envisage eh bien, la fin du marché haussier quelque part en 2025, quelque part au second semestre 2025. Pour l'instant, donc en données mensuelles, je ne constate pas de divergence haussière. L'Ishimoku mensuel, le marché reste soutenu à la hausse par sa Tenkan. En données hebdomadaires, RAS, nous sommes toujours donc dans ce que j'estime être la construction d'un VAC 5.
Ça, c'est une cible que j'ai pour moi le milieu d'année 2025. Donc, encore une fois, ni aujourd'hui ni cette semaine, mais ça reste ma cible inchangée pour le milieu d'année 2025. Alors, le marché temporise, hésite autour des 6000 points, effectivement. Ce que je peux noter, c'est donc en données journalières, le S&P 500 a donc eu ici une impulsion suite à la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Il a retracé 50% et il a donc réagi sur le ratio des 50%. Donc nous sommes toujours en train de construire cette fameuse vague 3 de 5. Alors, oui, je sais, il existe l'hypothèse que la 3 ait été finie ici et que nous soyons dans une cadre de type A, B, C, 4 et on repart. Dans tous les cas, j'estime que vous avez ici le niveau en dessous duquel il y aurait une vraie alerte baissière. Donc, ça reste bullish au-dessus des 5900 points, les 50% de retracement de l'impulsion de Trump, car casser 5009, c'est double top, et on ira fermer ce gap, et on ira probablement rechercher la moyenne mobile à 200 jours. Donc, ça reste le pivot à surveiller, les 5900 points sur l'indice S&P 500. Notez que le réservoir des acheteurs s'est vidé un peu, le réservoir des vendeurs se remplit. D'un point de vue de l'analyse du sentiment et de l'approche contrarienne, c'est plutôt un facteur en faveur donc de l'entretien de cette tendance bullish sur le S&P 500. Chers amis, encore une fois, merci beaucoup de votre attention. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous.